C'est bon, Amandine? C'est bon? Ouais, ouais. Vous m'entendez bien, ça va? Nickel. Ok, merci. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Lina Jali, je suis la coprésidente de l'association DIRCAB. Effectivement, on est très content de pouvoir organiser ce webinaire aujourd'hui. Ça fait partie de nos temps forts. C'est vrai que de pouvoir aussi proposer des temps à distance, qu'on peut appeler des temps de formation, mais aussi de débat et d'échange, parce que c'est un peu le format qu'on organise à chaque fois. Donc, c'est quand même très important pour nous. Et puis, on est présent sur beaucoup de régions en France, y compris en Outre-mer. Donc, c'est vrai que la distance n'aide pas toujours quand on organise des événements. Donc, les temps de webinaire sont aussi des moments pour pouvoir accompagner nos collègues dans leur mission. Pourquoi ce sujet-là aussi? D'abord, pour remercier évidemment Pascal, puisque cette longue expérience d'élu local et puis avec les fonctions que tu occupes aujourd'hui, c'était important pour nous d'avoir cet éclairage et ces éléments de compréhension avec une actualité. Alors, la question de l'adaptation des villes et des collectivités de manière générale au dérèglement climatique est une donnée qui est extrêmement importante et qui irrigue maintenant de plus en plus de politiques publiques locales. Pour autant, elle n'est pas toujours simple à mettre en œuvre, surtout avec des contraintes financières, mais pas que, des contraintes en termes d'engagement de mandat. Donc, on a des clés de compréhension aussi qui peuvent être utiles dans notre quotidien. Et puis surtout, on vous reparlerait, j'en suis certaine, avec beaucoup plus de précision et de clarté sur ce sujet qu'est le budget vert. Mais ce qu'on souhaitait, c'était surtout aussi pouvoir mieux équiper et outiller les collègues dans la mise en œuvre de cette nouvelle obligation pour les collectivités concernées et être capable d'identifier comment est-ce que ça peut être un outil positif et utile au service des habitants de nos territoires et au service de nos élus, puisque là aussi, je l'ai dit, les contraintes sont de plus en plus nombreuses sur les collectivités. Quand on manque de visibilité financière, ça n'aide pas non plus pour se projeter, puisque la principale, pour moi, l'élément le plus important de la déclinaison de ces politiques publiques, c'est surtout d'arriver à les projeter dans le temps, puisque ça demande très souvent des investissements relativement conséquents, donc, et des coûts de fonctionnement qui sont induits quand on réaménage des voiries, quand on rend des bâtiments qui ne deviennent plus des passoires thermiques. Enfin, tous ces sujets-là et tous ces projets-là demandent du temps. Donc, avoir des clés de compréhension et des clés de lecture pour pouvoir les mettre en œuvre, ça nous paraissait important. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. En tout cas, merci encore de votre participation et puis bon webinaire. Je vais laisser la parole peut-être à Pascal Terrasse et à Catherine Maline qui vont se présenter. Donc moi, pour rappeler, je suis Amandine Metz, je suis la vice-présidente de l'association DIRCAB en charge de la communication. Donc voilà, nous avons à peu près 1 heure 30 de webinaire, donc n'hésitez pas, posez toutes les questions. On avait calibré un petit peu les thématiques sur le budget vert en passant par la compréhension de ce budget vert, mais également sur la recherche de fonds et ce qu'est le CEREMA aussi, cette institution qui peut vous aider. Donc voilà, Pascal, Catherine, je ne sais pas lequel d'entre vous prend la parole d'ores et déjà. Catherine va se présenter. Si, elle m'a dit qu'elle était en ligne, je ne l'ai pas vue. C'est bon, je suis là, je suis là. C'est bon. Bonjour. Veuillez m'excuser Bonjour. pour le retard. Bonjour, Catherine Maline. Donc, je suis directrice de cabinet de Pascal Berthaud, DG du CEREMA. Voilà, je ne sais pas si vous voulez en savoir plus, mais c'est déjà pas mal. Et Catherine a été dans de nombreux cabinets. Elle a travaillé avec Arnaud Montebourg, elle a travaillé avec Jean-Jacques Jean-Jacques Kéran. Kéran. Voilà, donc elle a fait beaucoup de cabinets, puis du cabinet ministériel, et elle nous a rejoint il y a un Ouais. peu plus d'une année maintenant Oh, au depuis sein de 3 l'État. ans, Pascal, maintenant. Ah oui, ah 2 ans et oui, c'est demi, vrai. 3 ans. Tant Ouais. que ça. Voilà. Dis donc, c'est pas gai pour moi tout ça, parce on vieillit trop vite. Donc oui, Catherine est donc la directrice de cabinet de notre directeur général qui s'appelle Pascal Berthaud, qui est d'ailleurs absent pour un mois, donc c'est moi qui assure la direction par intérim de cet établissement. Je vais me présenter en quelques mots pour que vous ayez des informations sur notre établissement public et ses évolutions que nous avons mis en place avec le directeur général il y a maintenant 3-4 ans. Le CEREMA, c'est une histoire qui est assez simple. C'est la jonction de l'ingénierie technique de l'État qui était déconcentrée à travers ce que l'on appelle les CT, donc les centres techniques. Les centres techniques, il y en avait un dans chaque région qui était un appui essentiellement des DIREN à l'époque, des DREAL ensuite, des préfets de région, des DDT, des DTM, enfin, etc. C'était là où il y avait toute l'ingénierie publique de l'État avec les lois de décentralisation
et le transfert en 2006 de mémoire ou 2003, je ne me rappelle plus, transfert donc auprès des départements de la partie dite routière. L'État s'est posé la question, qu'est-ce que ça va devenir? Cette ingénierie technique de l'État de haut niveau, est-ce qu'on la conserve, est-ce qu'on ne la conserve pas? Il y a eu débat, bataille. Les départements, eux, n'en voulaient pas parce qu'ils considéraient que c'était trop cher à gérer, que la capacité technique diffuse sur l'ensemble des 100 départements français était quand même très, très difficile à mettre en place parce qu'on a des experts de très haut niveau qui ont un caractère international. Donc, un département comme l'Ardèche, par exemple, ne pouvait pas acquérir 2-3 experts de chez nous, ce n'était pas possible. Donc, l'idée a été, au fond, de se dire on va créer un établissement public de l'État, le CEREMA, et cet établissement public va être à la disposition des départements. Donc, il sera un point de soutien au département et il pourra accompagner les collectivités départementales dans leur politique d'aménagement, en particulier routier, mais également sur les ouvrages d'art, etc. Donc, on était plus sur des questions d'aménagement routier et d'ouvrages d'art. François Hollande, en 2012, donc, crée par la voie législative, donc cet établissement public, en lui conférant une mission qui allait au-delà du seul soutien au département, puisqu'on va y intégrer à ce moment-là d'autres services techniques de l'État, notamment les services techniques qui s'occupent d'urbanisme, qui étaient à Lyon à l'époque, qui sont toujours d'ailleurs à Lyon, le SETMEF qui, lui, s'occupait plutôt des questions de mer et de littoral. Je ne rentre pas dans les détails. Donc, tout ça fait que cet établissement est créé en 2012 et donc de là, pendant 3-4 ans, l'établissement vivote, il faut bien le dire, parce que on a les collectivités départementales qui continuent à nous faire un peu travailler, mais dans des conditions qui ne sont pas totalement efficaces. Et là, donc, avec Pascal Berthaud, on fait une chose qui est juste extraordinaire. Et pour vous qui êtes directeur de cabinet, c'est un moyen peut-être de diffuser l'information auprès des élus et des décideurs politiques, parce qu'on fait quelque chose d'assez incroyable et d'assez singulier. C'est qu'on se dit, au fond, nous, on ne peut pas rester établissement public de l'État, parce qu'on voit bien que les enjeux aux défis climatiques sont devant nous, que les questions, certes, d'aménagement routier ou d'infrastructure sont des questions qui sont importantes pour le compte des collectivités, évidemment, mais comment les collectivités vont pouvoir elles-mêmes s'engager dans des politiques d'adaptation aux défis climatiques. Et là, on se dit, en gros, si on reste un outil simplement de l'État, ça ne va pas faire, ça ne marchera pas, parce qu'il y aura toujours un peu cette interrogation venant des collectivités territoriales, de quoi l'État se mêle, l'essentiel des activités ont été transférées, des compétences avec, donc au fond, ça ne peut pas être l'État et un établissement public qui viennent nous accompagner. On ne veut pas. Après avoir discuté très largement avec l'ensemble des associations d'élus, hein, bon, évidemment la MRF, l'ARF, l'ADF, l'Association des maires de France, des petites villes, etc., vous connaissez ça par cœur, nous avons convenu que notre établissement pouvait éventuellement changer de nature juridique et devenir non pas un établissement public de l'État comme il était avant, mais devenir un établissement public mixte. Et c'est là où j'en viens à la singularité de notre structuration, c'est qu'aujourd'hui, notre mode de gouvernance, par le biais de la loi 3DS, fait que nous sommes le seul et unique établissement connu en France à appartenir à 50% aux collectivités territoriales adhérentes et à 50% à l'État. Donc là-dessus, on a un cadre juridique qui est assez simple, que vous connaissez, j'imagine, c'est le in-house, la quasi-régie conjointe. J'imagine que certaines de vos collectivités elles-mêmes sont adhérentes à des structures opérationnelles qui permettent la quasi-régie conjointe. Donc, chaque collectivité qui adhère au CEREMA est en réalité mon employeur. Peut-être que parmi vous, d'ailleurs, un certain nombre de collectivités adhèrent chez nous. Donc, vous êtes membre adhérent. On a un peu plus de 1000 adhésions. Catherine pourra vous en parler parce que c'est elle qui pilote tout ça. On a plus de 1000 adhérents. L'essentiel des régions françaises sont adhérentes. L'essentiel des départements, des conseils départementaux sont adhérents. Après, on a tout un chapelet de collectivités, EPCI, agglomérations, métropoles, etc. Donc voilà. Et donc, quand vous êtes adhérent au CEREMA, vous avez cette capacité, au fond, à pouvoir nous solliciter. Nous sommes un service
au profit des collectivités territoriales. Et donc, notre engagement, c'est évidemment de répondre à vos besoins quand un élu a besoin de nos services. Sur nos besoins, rapidement, et ensuite on va rentrer dans la question du budget vert, on a toute une série, toute une panoplie d'offres qui sont évidemment gratuites parce qu'elles sont plus ou moins payées par l'adhésion, sachant que l'adhésion est anecdotique, hein, ce n'est pas une adhésion très, très, très élevée. Pas, pour une commune, Catherine le dira tout à l'heure, mais une commune de 10 000 habitants, ça doit être 1 000 euros par an, quoi. Enfin, quelque chose comme ça, peut-être moins, je ne sais rien. Mais l'adhésion va fournir un certain nombre de services de conseils, typiquement. Ça vous permet d'avoir aussi un référent sur toute une série de sujets. Et puis ensuite, quand vous voulez aller plus loin sur un certain nombre de prestations dont on va parler dans le cadre du budget vert, évidemment, là, on tarife à un prix qui est, selon les modalités, très raisonnable, notamment par rapport aux cabinets privés en particulier. Donc, on tarifie et dans un cadre, vous l'aurez compris, qui est très simple pour vous, puisque nous sommes en quasi-régie, donc le système des appels d'offres traditionnels classiques se fait dans un cadre qui est beaucoup plus simplifié aujourd'hui. En tout cas, la commande publique, elle, est largement simplifiée. Donc voilà, je voulais vous présenter, moi, cet élément-là qui permet donc de répondre aux collectivités territoriales. Le CEREMA, c'est une présence territoriale sur le terrain, hein, donc nous sommes à peu près partout en France et en Outre-mer. Nous avons à peu près 2500 agents. Sur ces 2500 agents, on va dire qu'il y a un peu plus de 1500 agents qui sont des techniciens et des experts. Après, on a toute une série d'activités qui sont en périphérie, autour de la recherche, de l'innovation, où là, on est moins en direct avec les collectivités territoriales. Ça nous arrive également de mettre en place des AMI, pour le compte des collectivités territoriales. Très souvent, nous travaillons en lien évidemment avec l'ANCT, parce qu'on considère l'ANCT, enfin les élus locaux considèrent l'ANCT comme étant la structure d'ingénierie territoriale qui va accompagner les collectivités, mais en réalité, vous le savez, c'est plutôt le CEREMA qui intervient pour le compte de l'ANCT, où l'ANCT peut aussi prendre des cabinets privés quand elle le souhaite. Enfin, le délégué départemental de l'ANCT peut faire appel ou au CEREMA ou à des cabinets privés. Et donc, avec l'ANCT, on met toute une série d'actions, de missions qui permettent de répondre aux collectivités territoriales. Là, les deux dernières grosses opérations qu'on a menées, dont une est encore en cours, c'est le programme PONT. Je ne rentre pas dans les détails, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, mais en gros, beaucoup de collectivités territoriales ont des ouvrages d'art qui n'ont pas fait l'objet d'investigation et de diagnostic de sécurité. Nous, on a fait un diagnostic global sur la plupart des ponts en France. Au terme de ce diagnostic, on a identifié les ponts qui devaient être réparés et améliorés. Donc là, on verse des subventions également en investissement, grâce notamment à l'engagement du Sénat qui nous fournit des enveloppes budgétaires annuellement. Enfin, pas cette année, mais en gros, en général. On a eu toute une série aussi d'opérations à travers le plan de relance, je passe vraiment rapidement, sur les sentiers du littoral, sur le réaménagement des ports de plaisance, sur les sentiers nature également, donc avec des aides aux collectivités qui s'engageaient dans ces processus-là. Donc, vous voyez, on a toute une série d'AMI assez régulièrement qu'on met en place en lien avec l'ANCT et de plus en plus, évidemment, en lien avec d'autres opérateurs. Il ne vous a pas échappé que le débat public aujourd'hui, c'est bon, il faut faire des économies. OK, on fait des économies sur quoi? Voilà, on cherche. Et là, il y a un nouveau truc, là, depuis quelques temps, c'est il faut faire des économies sur les opérateurs. Bon, pourquoi pas? Nous, on est plutôt à l'aise là-dessus. Je ne vais pas dire du mal de nos collègues, que ce soit l'IGN, le BRGM, l'ADEME, enfin, vous connaissez tout ça. Nous, on se considère comme des opérateurs d'abord des collectivités territoriales. On est en lien avec les collectivités, donc on est vraiment intégré avec les collectivités, donc on est de moins en moins l'État, pour tout vous dire, même si on travaille indéniablement pour l'État encore. Par ailleurs, on a cette particularité, cette singularité, c'est d'avoir des bureaux techniques de partout en France. Donc, on est très
déconcentré ou décentralisé, comme vous voulez. Et par ailleurs, on a la chance, nous, à la différence peut-être de la NCT, ne le dites pas trop fort parce que je me ferai tirer les oreilles, de travailler à la cohésion sociale, territoriale, pardon, mais de disposer d'un siège qui n'est pas à Paris, dans le 7e arrondissement. Pour tout vous dire, nous sommes à Lyon, quoi. Enfin, en gros, on est aussi une structure qui a totalement décentralisé ses bureaux. On est à Bron, voilà, dans la région lyonnaise. Donc, c'est aussi pour nous une manière de dire que travailler avec les collectivités, travailler avec des acteurs de la décentralisation, c'est travailler quand même dans des lieux qui sont forcément symboliques de la décentralisation. Et donc, Lyon fait partie de ces capitales qui ne sont pas centralisées comme peut l'être évidemment Paris. J'ai rien contre Paris, évidemment. Ça, c'était une présentation très rapide, globale de qui on est. Avant de rentrer peut-être sur ou introduire le budget vert à proprement parler, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur ma présentation ou est-ce que j'aurais oublié des choses? Ça vous va? Amandine? Oui, très bien. Très bien, très bien. Présentation, voilà. Euh, alors, maintenant, on va passer au budget vert. Après, si vous voulez, on pourra revenir sur une présentation du CEREMA dans la mission qu'on fait. Moi, si vous voulez, j'ai un peu articulé mon intervention de la manière suivante. D'abord, rappeler le contexte du budget vert. Comment s'organise un budget vert pour une collectivité territoriale et en quoi le CEREMA, au fond, peut intervenir pour vous, à votre profit. Budget vert, bon, d'une part, c'est un dispositif qui se met en place petit à petit dans toutes les communes de France, en tout cas les communes de plus de 3500 habitants. Un certain nombre de communes qui avaient expérimenté il y a maintenant quelques années le budget vert. On a suffisamment de recul, nous, pour faire des premiers bilans sur l'organisation de ces budgets verts. Au début, il y avait sept grandes agglomérations en France métropole qui avaient expérimenté les budgets verts. Et petit à petit, il y a eu toute une série de collectivités qui se sont engagées dans ce processus. Là, maintenant, on est dans un dispositif qui devient obligatoire en deux phases, donc la phase 2025-2026 et puis la phase 2026-2027, où là, donc, on rentrera dans un cadre, dans des annexes budgétaires qui seront quasiment obligatoires pour toutes les collectivités. Beaucoup de collectivités territoriales qui se sont engagées de manière assez volontariste dans les budgets verts, l'ont fait parce que c'était aussi un moyen pour ces communes de faire valoir que les enjeux de qualité de vie, d'environnement, de développement durable faisaient partie intégrante de leur politique. Donc beaucoup de collectivités se sont dit, nous, on n'attend pas l'obligation, on va le faire. Comme d'ailleurs, un temps, vous avez des communes qui disaient, bon, ben, nous, les zones à faible émission, il y a une trajectoire, il y a un calendrier, mais nous, on veut aller avant parce qu'on est ambitieux sur ces questions-là. Là, ce n'est plus une question d'ambition, c'est une question d'obligation. Et le budget vert, j'ai envie de dire, c'est le croisement entre deux de conception, hein, de travail. Il y a l'engagement politique de l'exécutif de dire, en gros, moi, les enjeux environnementaux face aux défis climatiques, c'est quelque chose qui est très important. Donc, je veux une politique qui soit bien orientée en matière donc, de développement durable et d'adaptation au changement climatique. Mais il y a aussi dans le budget vert toute la partie comptable. Et je ne veux pas l'oublier parce que ça, ce n'est pas la partie la plus sympathique. Mais un budget vert, c'est d'abord aussi un document qui a un caractère très comptable. Hein, on parle d'un document comptable parce qu'on va intégrer toute une série d'éléments à caractère budgétaire dans une nomenclature avec des indicateurs de performance qui font que les directions financières des établissements décentralisés doivent prendre en considération cet élément-là. Ce que je veux dire par là, c'est que le budget vert, ça ne peut pas être seulement une volonté du maire ou d'un adjoint en charge des sujets d'adaptation au changement climatique, ça ne peut être que la volonté de l'ensemble d'un exécutif et que l'adjoint en charge des finances lui-même soit convaincu de l'intérêt d'un budget vert. Si l'adjoint chargé des finances ne trouve pas un intérêt à mettre en place un budget vert, à ce moment-là, on aura beaucoup de difficultés et on ne répondra pas évidemment à la réduction de l'empreinte environnementale telle que les budgets verts appellent à promouvoir ces dispositifs. Sur
la mise en place d'un budget vert, ce que nous, on préconise d'une manière générale, c'est quand même de faire une audit des dépenses telles que vous avez dans votre collectivité. Quelles sont en réalité les dépenses qui sont liées au développement durable, de manière à bien voir ce que vous voulez faire rentrer dans le budget vert et ce que vous ne voulez pas faire rentrer dans le budget vert, ou ce qui ne rentrera pas dans le budget vert. Donc, il va falloir jouer une incorporation de ces indicateurs de manière à ce que le processus de mise en place soit partagé par tout le monde. Donc, bien identifier et sélectionner l'ensemble des dispositifs que vous considérez comme étant essentiels. Dans le budget vert également, vous aurez à travailler, et ce n'est pas simple, à une analyse du coût-bénéfice environnemental. Ça, c'est des travaux qui sont assez compliqués à mettre en place, même s'il n'y a pas d'obligation là, maintenant, de suite. En tout cas, pour les petites communes, je vois très mal, je les vois. Bon. Également, sur la mise en place du budget vert, vous avez toute la problématique qui est liée à la recherche de financement. Tu l'as dit tout à l'heure, Amandine, je crois. C'est-à-dire qu'en gros, oui, tout ça est fort sympathique, mais si on veut aller plus loin dans le cadre de la définition des projets qu'on veut mettre en place dans le budget vert, il faut qu'on soit un peu accompagné. On ne peut pas faire ça seul. Donc, j'aurai l'occasion de reparler un peu de la diversification des sources de financement, les subventions, les partenariats qui peuvent exister ou les emprunts verts qui sont évidemment mobilisables. Vous aurez également dans vos collectivités une obligation donc, de suivi de ce budget vert, puisqu'il y a toute la partie préparatoire au budget, la partie suivi avec des indicateurs que vous pouvez mettre en place tout au long de l'année. Il y a beaucoup de littérature sur les indicateurs aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que vous pouvez faire très simplement en gros favorable, défavorable, neutre, puis après vous pouvez mettre en place des Nutri-Score, quoi. Enfin, en gros, vous pouvez même aller un peu au-delà avec une échelle qui peut aller de 1 à 10. Enfin, ça, c'est à vous à le dire. J'ai presque envie de dire que sur ces sujets-là, il y a quand même une liberté. Voilà, il y a une liberté d'organisation, de la mesure de vos indicateurs de performance. L'avant-dernier point sur la mise en place, c'est toute la partie de la communication et de la transparence. Moi, je crois que mettre en place un budget vert, ça ne peut pas être quelque chose qui soit réalisé en chambre. Ça veut dire qu'il y a quand même un peu un travail avec, je l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble de l'administration de la collectivité. Pourquoi pas avec les associations également d'élus, vos partenaires. Alors, quand je dis des associations, c'est toutes les associations, pardon. Hein, c'est en gros les associations culturelles, sportives, le monde économique, qui est un travail. Moi je pense qu'une collectivité, ça demande un peu de temps, mais ce travail de démocratie participative, d'engagement avec les citoyens pour dire en gros, voilà, typiquement, je vous parlerai tout à l'heure de la réduction des points lumineux en ville ou de l'extinction des lumières. Ben, vous avez l'habitude de faire les choses avec les gens, quoi. Ça ne se fait jamais contre, ce n'est pas une décision qui se prend dans un bureau et du jour au lendemain, on coupe la lumière. Donc, il y a tout un travail d'explication pourquoi on fait ça, quel est le sens que l'on donne à telle ou telle décision, ou telle mesure, pourquoi c'est plus avantageux pour la commune, pourquoi c'est avantageux évidemment pour le climat, pourquoi on fait de la sobriété sur l'utilisation de l'énergie et évidemment des coûts. Donc vous savez faire ça par cœur aussi. Je terminerai toujours sur la mise en place, c'est toujours la question de l'évaluation et de l'amélioration en continu. Je pense qu'il faut être en capacité de réviser assez périodiquement vos orientations, les bouger. Ce qui est vrai un jour peut ne plus l'être ensuite. Donc voilà, je vous ferai passer de toute manière tous ces éléments, Amandine, qui vous permettra de bien comprendre comment on peut mettre en place un processus sur plusieurs années. Sur les sanctions et les conséquences, c'est une question qui m'a souvent été posée. Bon, il n'y a pas de sanctions. C'est-à-dire que si, en gros, vous ne mettez pas un budget vert, comme un PEACT, voilà, la police ne va pas venir vous mettre en prison, quoi, en gros, hein. Donc, l'idée, c'est quand même que vous ayez à mettre ça en place parce que la loi et la légalité vous demandent de mettre en place un budget vert. Après, si vous ne le mettez pas en place pour plein de raisons,
les recours juridiques, qui c'est qui peut les faire? Ben, une association environnementale qui va dire en gros, recours. Donc là, vous pouvez vous trouver face à une mise en demeure de l'État. Vous pouvez avoir des sanctions également indirectes, hein, c'est-à-dire que en gros, le jour d'une élection, si vous n'avez pas posé le problème de la réduction des dépenses énergétiques, ça peut aussi vous coûter, ça peut avoir aussi des incidences sur l'attractivité de la collectivité. Une collectivité qui ne se soucie pas évidemment des enjeux climatiques, c'est un peu bizarre. Donc, il n'y a pas de sanction au sens pénal du terme. Vous n'irez pas en prison. Enfin, un élu n'ira pas en prison. Par contre, s'il y a non-respect, évidemment, vous pouvez être en grande difficulté. Donc ça, je tenais aussi à le signaler parce que c'est des questions qui nous sont posées. Sur les solutions de financement, je ne rentre pas trop dans les détails. Les sources de financement, ben, elles sont multiples. Vous avez vos dotations très spécifiques, que sont la DSI, la DETR pour les petites collectivités territoriales. Enfin, tout ça, vous connaissez ça. Il y a le fonds vert qui n'est pas inintéressant. Je voyais Repsamen lundi soir qui m'expliquait que finalement, ils étaient arrivés à rajouter 250 millions d'euros sur le fonds vert. Donc, à vérifier. Il m'a dit ça rapidement, mais en tout cas, le fonds vert, c'est quand même un outil qui vous permet quand même très rapidement de mobiliser des ressources. C'est plutôt un financement facile à mobiliser. C'est les préfets, c'est aux mains des préfets, des sous-préfets. Et donc, je crois qu'il faut insister vraiment auprès des préfets et des sous-préfets pour que les collectivités qui sont ambitieuses puissent bénéficier de cet argent-là. Je précise d'ailleurs, qui est un gros débat qui est avec les associations d'élus, en particulier l'AMF, c'est que ce soit la DSI ou la DETR, il y a quand même des circulaires qui indiquent que la priorité doit être donnée à des opérations qui ont vocation à répondre aux enjeux de l'adaptation au changement climatique. Donc, il faut prendre en considération, c'est que d'une manière générale, aujourd'hui, toute action, tout investissement, voire accompagnement à une étude, à du conseil, porté par des aides publiques, quelles qu'elles soient, l'impact environnemental est vraiment un élément essentiel. C'est pris en considération. Quelqu'un qui voudrait faire un investissement sans tenir compte de ces enjeux-là, je pense qu'il aurait bien du mal aujourd'hui à mobiliser évidemment les ressources financières. Donc, les ressources financières, c'est celles de l'État, celles de vos partenaires, que sont les autres collectivités territoriales qui peuvent s'engager également avec leur propre conception des aides et des orientations. Puis après, vous avez toute une série, je l'ai dit tout à l'heure, d'accompagnements qui peuvent être menés par l'ADEME en particulier, où il existe des aides. L'ANCT également dispose de ressources financières, bien qu'elle soit cette année en modération. Vous avez la mobilisation aussi des dispositifs de C2S, donc je cherche le nom, ça me reviendra, donc des aides très, très particulières que nous on porte notamment pour faire de la maîtrise, les C2E, voilà, chercher, pourquoi j'ai perdu les C2E, donc qui sont des ressources quand même qui existent vraiment, et nous on les mobilise notamment à votre profit pour faire de la maîtrise de la dépense d'énergie dans les bâtiments. Donc la panoplie des aides est large. Elle va des aides européennes jusqu'aux aides de l'État, et donc elles sont largement mobilisables, et j'imagine que les élus sont un peu au courant de tout ça. Sur les dispositifs du processus de cotation du budget vert, je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc vous cotez votre budget vert en fonction de l'impact positif, négatif qu'il peut y avoir sur telle ou telle opération. Là-dessus, c'est vous qui organisez, la méthodologie, la structuration de votre cotation et de votre processus de cotation pour évaluer l'impact environnemental, il est laissé évidemment à l'appréciation des collectivités. Et c'est à vous à dire, au fond, si ce que vous faites a un impact favorable pour l'environnement, un impact défavorable, ou vous considérez qu'il y a une forme de neutralité sur l'impact. Et ça, il faut vraiment le faire ressortir. Sur les annexes donc environnementales, donc vous avez en gros 6 annexes environnementales dans lesquelles on va pouvoir intégrer des éléments liés au budget vert. Je le disais tout à l'heure, vous l'aurez compris,
le budget vert, ça vaut pour l'investissement, mais aussi pour le fonctionnement. Vous pouvez y rentrer toute une série d'actions de type conseil, de type animation participative, enfin, etc. Il y a toute une série d'actions qui ne sont pas forcément des actions d'investissement ou d'équipement, mais aussi de fonctionnement, comme on dit. Donc, il ne faut pas avoir peur d'intégrer tous ces éléments-là. Sur les axes, donc à proprement parler, 6 axes, vous avez donc la gestion énergétique des bâtiments, premier sujet, tous les sujets de mobilité décarbonée, j'en dirai un mot tout à l'heure, la gestion des ressources en eau, la transition vers une économie circulaire, la prévention des pollutions et la préservation de la biodiversité. En gros, c'est un peu les 6 axes sur lesquels il faut évidemment travailler. Sur les mobilités décarbonées, j'insiste là-dessus parce que le SGPE, là, le secrétaire général, secrétaire général il faut que tu m'aides, Catherine, comment il s'appelle, Payon, à la planification écologique, je cherchais le nom. Antoine Pellion, oui. Ouais, Antoine Payon, SGPE. est en train de travailler avec les collectivités à travers ce qu'on va appeler les conférences des parties régionales, est en train de travailler à la mise en place donc d'une trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre par territoire. Gros débat actuellement, est-ce que ce sont les régions qui sont porteurs globalement de la baisse des émissions? Est-ce que ce sont les intercos? Est-ce que ce sont les communes? Il y a bataille, il y a un certain nombre de collectivités, je pense à Grenoble en particulier, dans le cadre de discussions que nous avons eues, parce qu'on travaille beaucoup avec Grenoble, en particulier avec d'autres opérateurs aussi, d'autres collectivités, mais qui sont très engagés, qui disent en gros, ben nous, notre trajectoire de baisse des émissions, c'est nous qui allons nous la fixer, c'est nous qui allons rentrer dans nos objectifs. Il peut y avoir des objectifs qui soient macro, mais chacune des collectivités ensuite est tenue elle-même à définir en gros ben, comment je sais baisser mes émissions dans ma collectivité et quels sont les outils que je vais mettre en place en matière de baisse des émissions, notamment sur les mobilités. Assez simple à faire. Il y a des indicateurs. Il y a I4C, là, qui est une association qui aide bien à ce genre d'opérations. Pas hésiter à les contacter. Ils ont les bonnes mesures d'impact. Et évidemment, quand vous allez créer une piste cyclable, ça a un impact. La piste cyclable elle-même génère des gaz à effet de serre parce qu'il faut la créer si elle est un site propre, en particulier, mais en même temps, elle a un impact sur un trafic qui va être déporté vers les mobilités douces, donc de facto une baisse des émissions. Et donc ça, je trouve que c'est une bonne manière de pratiquer une politique, de se fixer des horizons à long terme. Je veux reprendre une expression que j'ai assez habituellement, c'est que au fond, ces enjeux d'adaptation aux défis climatiques, il y a plusieurs manières de les appréhender. Il y a la manière qui est celle de se dire, au fond, le risque des évolutions climatiques et des plus 4 degrés dont vous avez évidemment entendu parler, c'est en 2100. Donc, attendons un peu le dernier moment pour mettre en place les outils qui feront qu'on ne se retrouve pas face au mur. Et donc, il y a ceux qui se disent, en gros, c'est pas nous, la durée d'un mandat, vous voyez, c'est 3, 4, 5 ans, 6 ans, on fera ça plus tard ou les autres feront à notre place. Ça, c'est une partie des gens qui sont quand même assez sceptiques sur le dérèglement climatique et sur les enjeux de réchauffement. Il y a d'autres qui sont alors là à l'opposé, qui vont dire il faut faire ça tout de suite. C'est vraiment c'est la bifurcation ici et maintenant. De suite, il faut y aller à fond parce qu'on ne peut plus attendre. Donc, avec des principes qui sont très compliqués à mettre en place, qui ne sont pas forcément appréciés des populations, parce que quand vous dites à la population, ben, terminé maintenant, ZFE, vous ne rentrez plus en véhicule dans le 7e arrondissement à Lyon, tout ça est fort sympathique sur papier, mais en gros, il y a encore des gens qui ont des véhicules qui ne sont pas adaptés, et puis les citoyens qui ont le moins de revenus, ben, c'est eux qui peuvent se retrouver en difficulté. Donc, cette idée de se dire, en gros, il faut faire ça de suite, maintenant, le climat ne peut plus attendre, tout ça est très compliqué aussi à mettre en place. Et donc, moi, je suis sur le concept un peu jaurétien, qui est de dire aller à l'idéal et comprendre le réel. Aller à l'idéal, comprendre le réel, c'est en gros, on va gradualiser la mise en place. On sait qu'il faut avancer et que chaque pas qu'on va gagner, chaque année, chaque action qu'on va mettre en place, ben, ce sera quelque chose de bien pour l'avenir. Je dis au passage,
ça c'est pour moi aussi très important, c'est que les plus 4 degrés qui sont annoncés aujourd'hui par tous les climatologues, par tous les experts, quoi qu'on fasse, quoi qu'on fasse, les uns et les autres, les 4 degrés, on les aura quand même. C'est-à-dire que nous, là, tous autour de cette réunion, de notre vivant, on ne connaîtra pas d'autres objectifs que les plus 4. Les plus 4 sont déjà actés. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce que nous allons faire, toute notre capacité à faire évoluer les choses, notre volonté à faire bouger par des mesures dont on vient de parler, les choses, ça n'aura pas d'incidence sur les plus 4. Les plus 4, ils sont là. Par contre, si on ne fait rien, ben, ce n'est pas plus 4, c'est plus 6, plus 10. Quoi. Enfin, en gros, peut-être pas plus 10, mais en gros, c'est évidemment. Et donc, plus 4 degrés pour les uns et pour les autres, c'est aussi l'image que j'aime à donner, c'est que ben, la ville de Paris, en gros, pour vous donner un exemple, ou Lyon, peu importe, plus 4 degrés, c'est le climat que l'on a aujourd'hui à Casablanca au Maroc. Voilà, c'est en gros le climat de Casablanca au Maroc aujourd'hui, ce sera celui de Lyon dans quelques années. Est-ce qu'on vit mal à Casablanca au Maroc? Non. Par contre, indéniablement, leur organisation spatiale, leur mode de fonctionnement, travail, leur organisation, on va dire, n'est pas forcément la même que celle qu'on a aujourd'hui à Lyon. Donc, il va falloir s'adapter et adapter, évidemment, nos villes, nos villages à ces enjeux qui vont impacter ben, notre habitabilité, notre manière de vivre, sur la gestion de l'eau, sur la chaleur en ville, enfin, etc. Donc, voilà, pas dans les détails, on pourra en reparler si vous le voulez bien. Donc, c'est là où le CEREMA, on essaie de construire, non pas un imaginaire, mais on essaie de construire des réponses à caractère technique pour dire ben, comment on va s'adapter. C'est quoi les mesures d'adaptabilité pour les collectivités? Ce qu'on va faire aujourd'hui en termes d'investissement, en termes d'équipement, bien, il faut que l'équipement, l'aménagement qu'on va faire aujourd'hui, il soit réfléchi à l'aune de ce que sera demain, à quoi la France ressemblera, donc avec plus 4 degrés. Et là, peut-être qu'il y a encore beaucoup d'élus locaux, de décideurs, mais pas que, hein, bon, même d'entreprises, pour tout vous dire, qui ne peuvent pas imaginer ces évolutions climatiques, enfin, ne les ont pas totalement intégrées dans leur manière de penser d'eux-mêmes. Et donc, nous, on essaie de dire par notre expertise, voilà ce qui se produisait une fois tous les 100 ans en matière de crues, d'aléas climatiques, de risques naturels, etc. Ben, maintenant, c'est tous les 10 ans, et peut-être demain, ce sera tous les ans. Quoi. Enfin, en gros, voilà. Et cette idée également vous avez vu que j'ai peu parlé de réchauffement climatique, parce que je déteste ce terme de réchauffement, mais plutôt de dérèglement climatique. On peut avoir maintenant, sur un mois, les 4 saisons, quoi, voire même sur une semaine. Sur une semaine, on peut avoir des gels le lundi et un soleil éclatant le vendredi. Donc, le dérèglement climatique, c'est ça, ça va être des fortes chaleurs à certains moments de l'année, pas d'ailleurs seulement en été, peut être dans d'autres moments de l'année, avec de fortes précipitations, comme vous l'avez vu. On est face à des situations, au fond, où le CEREMA, où on est assez régulièrement sollicité. Il y a 2 ans, la plupart de nos experts travaillaient beaucoup sur la sécheresse, on était beaucoup sur des sujets de glissement de terrain liés à des sécheresses, on était liés, enfin, tous les problèmes de gonflement et recul d'argile pour les maisons, enfin, toutes ces choses-là. Et là, cette année, la plupart de nos interventions ont porté sur des inondations, que ce soit dans le Gard, dans l'Ardèche, dans le Rhône récemment, évidemment dans le Pas-de-Calais, etc. Ou là, actuellement, d'ailleurs, en Normandie. Voilà. Donc, on est face à des situations qui sont celles qui, ces risques-là, c'était des risques qui étaient avant mesurables, assurables aussi, je le dis au passage, assurables, et qui ne le seront de moins en moins demain. Catherine, on a participé à un débat la semaine dernière à Paris sur le fait que beaucoup de collectivités territoriales, aujourd'hui, voyaient les assureurs leur dire « Ciao, au revoir, merci ». Enfin, en gros, on ne veut plus vous assurer. Et ça va être un vrai sujet. C'est-à-dire qu'en gros, là où l'assurance pouvait répondre à des aléas climatiques par le biais assurantiel, ça va être de plus en plus difficile, ou alors avec des prix et des polices d'assurance qui se seront excessivement chers, et tous ne voudront pas le faire, et sans compter que les ressources qui sont liées elles-mêmes
au CADNAT, même s'il y a un peu des aides financières qui viennent accompagner le plan Barnier. Globalement, vous pouvez demain être sur une commune sinistrée avec un classement en catastrophe naturelle, mais les catastrophes naturelles, ça ne vous amène pas d'argent, quoi. Enfin, en gros c'est l'assurance qui prend. Et s'il n'y a pas d'assurance, ben, ça ne servira à rien du tout. Donc là, il y a des élus qui bossent à ça. Je crois que c'est le maire de Vesoul, ou je ne sais plus, Chrétien, là, qui bosse à ce genre de choses. Il y a beaucoup de travaux. Mais c'est un sujet, c'est-à-dire qu'en gros, ce que je veux dire par là, c'est que comme toujours, un actuaire, un monde assurantiel, il sait prévoir le risque, le mesurer. S'il voit que la collectivité elle-même est engagée dans un processus qui vise à limiter le risque, l'assureur va quand même tenir compte de cette réalité. Et donc, vous gagnerez en assurance et en tout cas, vous trouverez un assureur. Si on voit que la collectivité ferme les yeux et dit, moi, tout ça, c'est de la merde, ça ne m'intéresse pas, au revoir, merci, l'assureur dira, débrouillez-vous, quoi, vous allez être votre propre assureur. Sur les offres du CEREMA, donc, pour terminer là-dessus, nous, on intervient évidemment en assistance à maîtrise d'ouvrage. On peut faire des audits, on peut faire des accompagnements stratégiques. On dispose de toute une série de solutions numériques qui nous permettent, à partir de nos propres données, d'accompagner vos collectivités territoriales. Hein. Donc là, on est évidemment à disposition. Comme je le disais tout à l'heure, une partie de nos données sont en accès libre, vous y avez accès sur nos ressources. D'autres données plus spécifiques, on peut vous les fournir à la demande dès lors que vous êtes adhérent à l'établissement. Et ensuite, l'objet de la donnée dont on dispose, ce n'est pas seulement de vous livrer une information à froid, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner sur vos projets. Sur l'atténuation au changement climatique, c'est l'axe 1, dont l'objectif est évidemment de réduire les gaz à effet de serre et à promouvoir des politiques durables pour, comme je l'ai dit, limiter les enjeux de surchauffe climatique. Là, on a toute une série d'offres. Alors, je les cite comme ça, puis ensuite, on partira sur les questions. Donc, la gestion du patrimoine immobilier, où là, donc, on dispose de bases de données sur le patrimoine immobilier français. C'est des bases de données qui ne sont pas en open data, puisqu'elles sont fournies à Bercy. C'est ce qui permet d'ailleurs, pour une grande partie, de mesurer les taxes foncières. Mais ça nous permet, nous, de disposer d'une réalité patrimoniale sur vos collectivités qui permettent ensuite de faire des schémas directeurs, des programmations pluriannuelles sur la stratégie patrimoniale de la collectivité. On a également, sur ces sujets de l'atténuation au changement climatique, sur les gaz à effet de serre, notre politique CUBE. Ça, c'est financé par des certificats d'économie d'énergie, où là, on va être essentiellement donc sur l'éducation à l'économie d'énergie. Là, pour le moment, essentiellement dans les écoles. On travaille beaucoup pour les collèges, les lycées et les écoles primaires, avec un dispositif d'animation participative avec les élus locaux, avec un concours national, d'ailleurs c'est fort sympathique. Et depuis peu, l'État nous a demandé également de travailler sur ces bâtiments publics. Pour le moment, on n'est pas tellement engagé, nous, sur les bâtiments publics des collectivités territoriales. Je parle sous couvert de Catherine, c'est quelque chose sur lequel on pourrait éventuellement réfléchir. Enfin, ce n'est pas notre priorité pour le moment. Donc, comment on va améliorer la performance énergétique des bâtiments? Toutes les données dont on dispose aujourd'hui, notamment sur le programme CUBE, sur les écoles, ça nous permet sans aucun investissement, je dis bien que par de l'animation, de réduire à peu près de 12% par an les dépenses énergétiques. Très souvent, ce qu'on dit aux élus, c'est si vous réduisez de 12% vos dépenses énergétiques, profitez de ce gain pour investir dans des huisseries ou sur une toiture ou sur autre chose qui va vous permettre encore d'accélérer, d'aller toujours plus loin sur la réduction de vos dépenses énergétiques. C'est-à-dire qu'en gros, ce n'est pas parce que vous allez gagner 12% que vous allez les mettre de côté. Servez-vous de ces 12% financiers que vous allez gagner, enfin, équivalent financier pour améliorer vos bâtiments. L'éclairage public également, donc sur les nuisances lumineuses, beaucoup de collectivités sont là, donc on fait évidemment de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, du diagnostic jusqu'à l'évaluation des performances. Le développement des énergies renouvelables terrestres, donc là, on va accompagner les collectivités qui veulent faire qui veulent créer des gisements d'énergie renouvelable. D'ailleurs, je vous le dis au passage, si ça peut vous intéresser pour les collectivités,
c'est tout nouveau, ça vient de sortir et ça va aller très vite. C'est qu'aujourd'hui, dans les politiques d'effacement énergétique, vous avez des opérateurs qui vont proposer l'installation dans les collectivités de batteries, de mini-batteries. Ça n'a pas besoin, ces mini-batteries, ça n'a pas besoin d'autorisation d'urbanisme. Hein. C'est des petites batteries qui font que ça prend la place d'une place de parking. Vous pouvez en mettre dans vos communes selon le nombre d'habitants, évidemment. Mais en gros, on dit une batterie pour 5000 habitants, c'est bien. Ça coûte rien à la collectivité, ça peut rapporter gros parce que les opérateurs qui font ça, en gros, nous disent qu'ils seraient prêts aujourd'hui à céder à la commune sur lequel le foncier, enfin, sur lequel la batterie est mise, c'est un foncier communal, 10 000 euros. Donc, c'est ce qui est pas mal, quoi. Enfin, en gros, ça peut faire, si vous avez une dizaine de batteries sur votre commune, vous voyez ce que ça peut vous rapporter par an, et c'est sur 10 ans. Quoi. Donc, 10 000 euros par an sur 10 ans, vous en avez 10, vous faites votre calcul, c'est toujours ça de prix, et ça vous permet peut-être de mettre des investissements sur la partie énergétique de vos propres bâtiments. Mobilité décarbonée, je passe là aussi très vite, j'en ai parlé, donc c'est l'aide aux politiques transport actif. Hein. On va voir le vélo, la marche. Et là, on fait de l'assistance à la gestion des mobilités dans les villes moyennes en particulier. Et on essaie de développer aussi toute une série de solutions, en particulier de covoiturage avec les services numériques qu'on met en place. Sur l'axe 2, c'est l'adaptation au changement climatique, sur la prévention des risques naturels. On n'est plutôt pas mauvais sur ces sujets-là, notamment sur les stratégies de transition écologique avec donc des diagnostics participatifs. On va accompagner les collectivités et les associations sur le suivi des évaluations de la démarche. Sur la résilience des infrastructures de transport, gros sujet sur l'analyse donc des vulnérabilités et la définition d'indicateurs qui nous permettent de mesurer les risques et comment on va faire les investissements sur la durée, notamment sur nos infrastructures de transport, tout le patrimoine d'infrastructures, bon, voilà, les ponts en particulier. Sur la sobriété foncière, évidemment, là, on dispose de beaucoup de données, donc on peut faire de l'analyse de la donnée foncière, on peut faire même, on travaille avec de l'IA là, pour faire un peu du prédictif sur à quoi peut ressembler une commune dans 20 ans, dans 30 ans, et comment va s'organiser la maîtrise du foncier, comment la collectivité rentre dans le cadre du ZAN, en tout cas de ce que doit être le ZAN demain, avec toute une série aussi d'outils qui nous permettent de densifier la ville, de reconquérir toute une série de friches, puisque là, on a aussi des accompagnements financiers venant de la Banque des territoires. La nature en ville, c'est tous les sujets qui sont liés à la renaturation et à l'intégration des solutions basées sur la nature. Donc là, avec un plan stratégique de renaturation par quartier, par collectivité, où on peut accompagner les collectivités. On est aussi toujours sur les questions de GEMAPI, pardon. Là, beaucoup de choses ont été faites. Maintenant, on arrive à la fin du dispositif, même s'il y a encore beaucoup d'enjeux, notamment dans les territoires ultramarins. Mais là, on va, avec nos données, analyser les données hydrauliques d'un territoire, en lien avec d'autres opérateurs probablement, et faire des propositions de scénarios de gouvernance, donc au titre de la gestion intégrée des milieux aquatiques. La gestion du littoral, je ne sais pas si vous êtes intéressé, mais c'est quand même deux dossiers qui pour nous sont très importants. D'une part, sur la résorption des charges du littoral, il y a quand même pas mal d'enjeux à faire, là aussi avec des aides financières. Et par ailleurs, le recul du trait de côte sur lequel on travaille évidemment. Je passe sur les projets de territoire intelligent, même si ça a été à la mode un temps, ça l'est un peu moins, Smart City, enfin, toutes ces choses-là, vous connaissez. L'acte 3, c'est la gestion des ressources en eau. J'en ai un petit peu parlé sur la stratégie d'économie des eaux et la mobilisation de ressources alternatives. On peut assurer donc des missions sur vos collectivités. Je pense en particulier à toutes les missions qu'on est en train de mettre en place sur la REUT. Alors, plutôt avec les collectivités qui sont proches du littoral, puisqu'on a une convention avec l'Association nationale des élus du littoral. Mais la REUT, pour nous, c'est un sujet qu'on a porté avec Pascal Alberto il y a maintenant 7-8 ans, qui n'était pas trop à la mode et qui devient petit à petit un vrai sujet d'actualité, alors avec toutes les complications que vous connaissez d'un point de vue juridique. Sur la gestion des eaux pluviales, la désimperméabilisation des sols, on est évidemment très engagé également, là aussi avec donc, des offres de services à disposition. Le quatrième axe, c'est l'économie circulaire, la gestion des déchets, la prévention des risques. Donc là, l'idée, c'est de favoriser l'économie circulaire
et améliorer la gestion des déchets et prévenir notamment tous les déchets toxiques et technologiques. On est un peu moins sur les risques technologiques, encore qu'on y est un petit peu. Euh, sur toute cette partie-là, on a toute la problématique de l'économie circulaire du BTP. Quand vous avez des travaux en ville, sur des bâtiments publics, comment on va analyser le cycle de vie, comment on va accompagner la collectivité à mieux intégrer dans l'éco-conception d'un nouveau projet des matériaux qui peuvent être recyclés et en même temps comment on va recycler des matériaux. Là, il y a des aides financières, notamment au titre donc, de la labellisation de EC, donc, qui est un dispositif que nous mettons aussi à disposition. L'axe 5, c'est la prévention et le contrôle des pollutions de l'air et des sols sur la réduction des pollutions de l'air et des sols en particulier. On a été bénéficiaire par 2 années ou 3 années donc d'une aide de l'État qu'on a encore aujourd'hui, hein, puisque l'État donc a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'État et donc a été condamné à payer des indemnités lourdes. Et donc, c'est nous qui en avons, pour une partie, reçu les montants. Et donc, on va accompagner là, les collectivités qui veulent s'engager dans des dispositifs qui visent à améliorer leur qualité de l'air. On va mettre en place des actions de suivi. Alors, ça peut se faire avec directement la collectivité, mais très souvent, les collectivités elles-mêmes s'appuient sur le monde associatif et nous-mêmes, donc, on assure la liaison entre la collectivité et le monde associatif pour évaluer les mesures et la réduction des nuisances. Et toujours dans la question de l'air et un peu du bruit, mais plus de l'air, on a évidemment l'accompagnement aux ZFE qu'on met en place petit à petit dans beaucoup de collectivités territoriales avec l'élaboration de la stratégie de sa mise en œuvre, les modalités d'intervention et trouver tous les moyens techniques qui nous permettent d'assurer une réduction de l'exposition aux populations en ville, aux pollutions atmosphériques. L'avant-dernier, c'est l'axe 6, donc c'est la biodiversité. On est un peu moins lié, nous, à la biodiversité. Voilà, il y a d'autres opérateurs, l'OFB en particulier, donc, mais on y travaille un peu dessus, sur la trame verte en particulier, où on peut faire des études environnementales. D'une manière générale, tout ce qui relève des espaces naturels sensibles, des politiques agricoles, de la sylviculture, etc., le CEREMA n'est pas l'opérateur pour ça. On n'est pas connu pour ça. On peut y aller sur quelques études environnementales, mais ce n'est pas notre point fort. Vous l'aurez compris, donc nous, on est là sur du diagnostic, sur du conseil stratégique, sur de l'accompagnement technique et du suivi de votre performance. On est là aussi pour vous accompagner. Je terminerai par là. C'est que moi, j'aime bien dire qu'on est un peu un tiers de confiance entre l'État et les collectivités territoriales. Je tiens beaucoup à ce terme parce que très souvent, les collectivités territoriales, et c'est normal, ont des doutes sur leur propre administration centrale qui leur impose des décisions qui peuvent être des décisions d'ailleurs prises par le chaînon européen et transposées en droit français ensuite. Donc, il y a des fortes incompréhensions et que le lien entre l'État et les collectivités territoriales, bon, des fois très très compliqué, quoi. On peut imaginer pourquoi, parce qu'il y a des mises en demeure qui ne sont pas acceptables, parce qu'il y a de la suradministration, parce qu'il y a un manque évident de simplification dans certains processus, ou surtout les collectivités territoriales nous parlent beaucoup de normalisation qui sont pénalisantes dans le cadre de leur mission. Nous, on n'est pas l'Adréal, on n'est pas le ministère de l'écologie, même si c'est notre mise de tutelle avec les collectivités territoriales, une double tutelle, quoi. Mais nous, on est le juste milieu. C'est-à-dire qu'en gros, on sait entendre les collectivités territoriales et l'État. Et quelquefois, on peut vous dire que par notre expertise et notre compétence, le CEREMA, on arrive à trouver le bon équilibre, à faire admettre aux collectivités que peut-être qu'il y a ça à faire, mais aussi à faire admettre à l'État qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi et que les collectivités territoriales ont même des impératifs, que ce n'est pas aussi simple. Donc voilà, ce rôle de tiers de confiance, pour nous, on y tient beaucoup. Ce n'est pas facile, parce que nos adhérents nous disent des fois, ouais, on adhère chez vous, mais vous nous défendez pas assez. Et puis l'État dit en gros, voilà. Donc on est un peu pris entre deux chaises là. Mais quand même, d'une manière générale, on essaie de répondre dans le meilleur des cas aux sujets qui nous sont proposés par les acteurs territoriaux. Je terminerai mon propos réellement par cette phrase que je dis très souvent. Pendant très longtemps, il y a eu un grand débat entre la décentralisation et la déconcentration.
vous qui êtes dans des cabinets, vous savez, vous êtes, j'imagine, les uns et les autres, de farouches défenseurs de la décentralisation, et c'est bien normal, je l'ai été aussi. Quand on est haut fonctionnaire, parce que je le suis aussi, je suis plutôt pour la déconcentration, mais je pense que ni la décentralisation ni la déconcentration sont l'avenir. L'avenir, ça passe par la coopération. Ça passe par la coopération, et plus que jamais, je pense que le CEREMA est l'exemple et l'outil tout à fait singulier et unique qui n'est ni engagé dans un aspect de décentralisation ni de déconcentration. Nous sommes les deux à la fois. Voilà. Et si demain, il doit y avoir des réformes mises en place par l'État, euh, si les opérateurs doivent mieux mutualiser leurs actions, mieux travailler ensemble, etc., c'est une bonne chose, indéniablement, mais il faut que ces opérateurs de l'État soient de plus en plus tournés vers les collectivités, pour les collectivités, et que les collectivités ne voient pas ces opérateurs simplement comme des gens qui viennent de Paris ou de l'administration centrale, mais que les collectivités sentent qu'en réalité, ces opérateurs sont là pour eux et en sont eux-mêmes les acteurs. Moi, je n'ai pas peur de dire que notre conseil d'administration, qui est composé à la fois d'élus locaux et d'administration centrale, eh bien, les élus locaux ont tout le loisir d'orienter, de réorienter notre projet stratégique, typiquement que j'ai eu l'occasion de réaliser dans le cours de l'année 2024. Donc, c'est les collectivités qui sont nos patrons. Je n'ai pas peur de le dire. Oui, on est un service des collectivités. Catherine, peut-être que tu voulais rajouter des choses. Moi, je vous ferai passer des slides quand j'aurai un petit moment pour vous présenter tout ça. Vous pouvez avoir plein d'informations qui peuvent vous être données par l'évaluation environnementale des budgets des collectivités territoriales. C'est un outil méthodologique sur lequel l'un de mes collaborateurs avait travaillé il y a quelques années et qui vient de sortir là récemment, qui est produit par France Urbaine, l'AMF, Région de France, et I4C. C'est un outil qui est à votre disposition. Si vous voulez, je vous le mettrai en lien, je vous l'enverrai, Amandine, tu pourras le transférer, qui résume assez bien tout ce que j'ai dit, mais qui va un peu plus loin. C'est quand même le guide des bonnes pratiques, guide méthodologique pour mettre en place vos budgets verts dans les collectivités. J'ai terminé pour ce qui me concerne, Amandine. Oui, merci Pascal pour ces propos. Est-ce que déjà l'un de nos partenaires aurait envie de rajouter quelque chose ou peut-être des questions tout de suite? Alors du coup, moi j'en ai une. Donc là, je reviens sur la méthodologie un peu du budget vert. Quand on met ça en place, donc tu as exposé le fait d'avoir au préalable un audit des dépenses liées au développement durable et de se créer finalement ses propres indicateurs pour pouvoir après, je dirais, le mettre en place et avoir le suivi derrière. Nous venons d'avoir, nous, au niveau de ma collectivité, donc un EPCI, nous venons d'avoir un contrôle de la Chambre régionale des comptes qui a souligné le fait que nos politiques publiques étaient très engagées. Donc là, ça rappelle les deux phases du démarrage, c'est-à-dire un engagement politique fort, mais aussi une partie de la gestion comptable qui soit bien structurée derrière. Et la Chambre régionale des comptes, à juste titre, nous dit vos indicateurs sont pas assez précis, il va falloir continuer dans cette démarche-là. Donc voilà, ils ont souligné la démarche et l'engagement politique, mais par contre, sous leur prisme, sous leur regard, en fait, on n'était pas encore assez engagé sur la question comptable, on n'avait pas encore assez bien fléché les choses. Donc ça, peut-être aussi partagé avec les collègues là-dessus. C'est vrai que quand vous avez un contrôle comme ça qui vous arrive, voilà, on vous demande vraiment à ce que la fonction comptable soit extrêmement précise et que les indicateurs soient bien référencés, mais finalement comme ils l'entendent eux. Donc on le construit nous-mêmes, mais du coup, parfois on se fait aussi retoquer en disant voilà, en recommandation, il va falloir vraiment affiner vos indicateurs parce que ce n'est pas assez précis pour nous. Alors je ne sais pas si dans l'accompagnement au niveau du CEREMA que vous avez mis en place, vous avez des collectivités qui ont été retoquées par les CRC ou est-ce que vous avez eu à travailler plus finement sur les indicateurs? Non, vraiment, non, mais comme toujours, les chambres régionales des comptes peuvent avoir leur avis sur les indicateurs. Et je ne suis même pas certain d'ailleurs que les indicateurs de la CRC d'Auvergne-Rhône-Alpes soient les mêmes que celles qu'on peut trouver en Île-de-France ou ailleurs. C'est-à-dire qu'en gros, en fonction du magistrat, il peut avoir lui-même
ses propres options d'indicateurs. La Cour des comptes nous a auditionné cette année, Pascal Berthaud, c'est moi qui lui ai préparé avec Catherine d'ailleurs son intervention, sur en gros justement comment demain on met en place des indicateurs de performance en matière donc de budget vert. Ils sont en train de construire en réalité un dispositif d'accompagnement et d'aide pour les collectivités demain. Cette année d'ailleurs, l'État lui-même va être auditionné, et notamment la sphère ministérielle de l'écologie, sur quels sont les bons outils qui vont permettre aux collectivités territoriales et à l'État de pouvoir bénéficier d'indicateurs de performance qui soient mesurables. Moi, ce que je dis à ce stade, c'est que déjà, ça dépend de la nature de la collectivité, des moyens sur lesquels vous voulez mobiliser vos ressources, mais déjà, ce qui est important, et tu l'as dit Amandine, c'est très important, c'est que le budget vert est un budget. C'est-à-dire qu'à côté de la partie orientation, stratégie politique, diagnostic dont tu as parlé, volonté, très bien, mais ça reste quand même un élément à caractère comptable. Là-dessus, sur tes indicateurs de performance, déjà, si tu arrives à identifier ce qui est favorable à l'environnement et ce qui ne l'est pas, j'ai presque envie de dire que c'est déjà pas mal. Parce que, voilà, il y a déjà débat. Hein, parce vous savez, en mettant favorable, défavorable ou neutre, entre vous, vous pouvez déjà avoir aussi les uns et les autres débat. Donc, c'est pas ça. Après, demain, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il faudra mettre en place des espèces de Nutri-Score qui seront beaucoup plus fins dans la mesure des dispositifs. C'est ce vers quoi le ministère souhaiterait aller à terme, et je pense que Bercy avec, parce que ça nous permet, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ça nous permet aussi, nous, de pouvoir, dans le cadre des COP 21, enfin des COP, pardon, des COP et conférences des partis au niveau international, de remonter et d'agréger toute une série d'éléments qui nous permettent, nous, de tenir nos propres engagements suite à la COP de Paris. Et donc, du coup, je pense que demain, il y aura des indicateurs en partage qui seront les points d'équilibre entre toutes les collectivités. Ce n'est pas pour tout de suite, en réalité, ce n'est pas pour tout de suite. Donc, en gros, que la CRC vous dise vos indicateurs, ils ne sont pas assez fins, ils ne sont pas assez mesurables pour nous, oui, ben, vous avez 5 ans jusqu'au prochain contrôle pour améliorer le dispositif. Mais voilà, c'est déjà bien. Moi, je serais la CRC, je dirais déjà bravo, vous vous êtes engagé dans un processus, c'est magnifique, voilà. Par contre, nous, non, on ne saura pas faire ça. Hein. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. Là, pour le coup, il faut voir des gens. Bon, vraiment, moi, je te filerai, Amandine, des gens qui peuvent vous accompagner là-dessus. Mais nous, le CEREMA, non. Nous, on va répondre, comme je l'ai dit, dans le cadre des 4 axes, des 6 axes, tels que les annexes le précisent, sur des options, mais on n'ira pas accompagner une collectivité. Encore que, si vraiment vous me dites là, tous autour de cette réunion, que vraiment vous êtes un peu dépourvus sur ces sujets-là, il faudrait que le CEREMA puisse nous accompagner, etc. On peut toujours en parler, nous, à l'AMF et à d'autres associations, et on peut éventuellement réfléchir pour faire quelque chose, quoi. Enfin, si vraiment il y a ce besoin d'ingénierie financière qui vous permettent d'améliorer vous-même vos propres conceptions du budget vert, c'est des choses qu'on peut entendre. En tout cas, voilà, là, aujourd'hui, si moi je demande à mes services, les gars, il faut vraiment accompagner les collectivités pour bâtir leur budget vert, j'ai personne en magasin. Mais je sais que si on s'en donne les moyens, on peut y arriver. On y a même plutôt intérêt, Amandine, parce que si on sait vous accompagner en amont sur ces genres de choses, derrière, on sait que vous allez nous demander d'aller plus loin sur des missions opérationnelles, sur des services qu'on peut offrir aux collectivités. Cette idée-là, pour moi, elle est aussi à bâtir pour se projeter dans les futures élections qui arrivent. C'est-à-dire que là, on va travailler au programme, on va travailler aux prospectives en fait, qu'on va donner. Et je trouve ça assez intéressant parce que du coup, c'est pas seulement une simple communication sur un budget vert. Vraiment, on veut qu'il y ait des résultats derrière. Voilà, le favorable, défavorable, il est super, mais nous, on avait pris un peu ce parti-là et il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Il faut qu'on montre vraiment que ça a des répercussions positives sur le territoire. Nous, en tant que PCI de plus de 50 000 habitants, on est soumis à PCAET, donc Plan Climat Air Énergie Territorial. Comment on articule ça avec le budget vert? Comment on le fait ressortir? Parce que du coup, là, on va finir cette année la première évaluation du PCAET.
Aujourd'hui, on a des émissions de gaz à effet de serre qui sont assez importantes sur certains points qui ont été identifiés. Donc voilà, tout ça va devoir s'articuler. Je dirais, notre objectif, nous, en tant que DIRCAP, c'est aussi mettre de l'huile dans les rouages administratifs pour que finalement, on montre vraiment ce que l'on fait et enfin voilà, on montre vraiment l'intérêt et la volonté politique qui s'est traduite concrètement sur le terrain. Ça, c'est vraiment très important. Et on a plein de... Alors, je parle du PCAET, mais je parlerai aussi du CRTE qu'on nous a... dont l'État est venu quand même nous voir avec ça en disant il va falloir conventionner parce que sinon, on fléchera plus nos subventions, on fléchera plus nos dotations vers vous. Nous, on a fait ce CRTE. Aujourd'hui, j'ai entendu parler que c'était même plus un contrat de relance, mais c'est plutôt un contrat de réussite. Donc, est-ce que l'État va nous imposer quelque chose derrière? Comment on anticipe tout ça? Ça a beaucoup bougé, hein. Alors là, pour le coup, les CRTE, je connais bien parce que je suis celui qui écrit les premiers CTE. Quand j'étais inspecteur général, on m'avait demandé de travailler à la mise en place des contrats de transition écologique. Et moi, je voulais rajouter travail écologique et social. Et le social, à l'époque, en 2017, n'était pas tellement à la mode. Donc, un peu dommage. D'ailleurs, on se rend compte à quel point, aujourd'hui, les enjeux écologiques ne peuvent être que bâtis sur une assise sociale. Sinon, ça ne fonctionne pas. Où il y a les gilets jaunes. Euh, oui, les CRTE, en réalité, les CRTE, moi je ne veux pas faire de la politique, encore qu'on est entre nous, on peut se dire les choses. C'est qu'en gros, c'est un moyen de rassembler toute une série d'aides financières de l'État sur un même vocable et de l'orienter plutôt vers la transition écologique. Enfin, en gros, c'est ça. Après, ça a changé tellement de fois. Ça a été, le CRTE, le R a été lié à la relance parce qu'il y avait des financements au titre de la relance. Maintenant, c'est la réussite. Demain, ce sera autre chose. En tout cas, c'est une forme de contractualisation sur laquelle les préfets, donc on la met, vous demandent de bâtir vos orientations en matière financière et d'équipement. Et ensuite, voilà, il ne faut pas y voir beaucoup plus que ce qui est dit par votre préfet ou votre sous-préfet, hein. Donc, je dis simplement que ça permet à l'État et vous, aux collectivités aussi, d'avoir une vision pluriannuelle des investissements possibles et de pouvoir aussi peut-être lisser vos propres aménagements, équipements sur la durée. Typiquement, quand vous êtes sur un EPCI, faire un CRTE, bon, ça s'appelle CRTE parce que c'est l'État qui le propose pour ses aides financières, mais en gros, il y a plein de PCI. Moi, quand j'étais président du département de l'Ardèche, j'avais une planification départementale sur mes projets écologiques. Ça ne s'appelait pas un CRTE, mais ça voulait dire la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, on prévoyait sur 5 ans un peu ce qu'on allait faire, comment on allait l'organiser, quels sont les moyens financiers qu'on allait bâtir. Voilà, n'attendez pas plus du CRTE que ce que c'est aujourd'hui. C'est un document qui va obliger les collectivités quand même à réfléchir sur un secteur donné, sur à la fois les enjeux liés à l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation. Ça, c'est bien, je trouve que c'est plutôt pas mal sur un territoire donné. Et ça permet aussi d'avoir une réflexion sur les modalités d'un agenda et d'une temporalité opérationnelle sur plusieurs années. Là, ce qui est important, c'est que tous ces dispositifs-là, parce que c'est des dispositifs de contractualisation où, comme le PCAET, c'est une obligation qu'on a de rédiger ce projet, ce plan climat, air, énergie, c'est vraiment que, voilà, à un moment donné, ils puissent trouver aussi leur déclinaison dans le budget vert et qu'on puisse venir, en fait, les identifier. Donc, ça passera peut-être pas forcément par uniquement des chiffres, mais ça passera aussi par le fait de bien articuler les choses. Et on doit aussi être là au service de nos élus pour ne pas s'y perdre, parce qu'en fait, ça peut vite être un dédale de choses et d'accumulation. Je trouve que là-dessus, voilà, le budget vert, voilà, il a son fonctionnement et du coup, c'est la traduction de la volonté politique et de l'engagement dans un exercice comptable, quel qu'il soit. Mais par contre, voilà, on a tous ces autres choses autour, alors dispositifs, contrats, démarches, ce que l'on veut, mais il va falloir venir les agréger et les mentionner en fait dans ce budget vert. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Et si on peut encore aller plus loin, et nous, c'est le cas du CRTE, où on a contractualisé avec l'État, mais on a mis aussi nos 47 communes dedans, on a pris tous leurs projets, et en fait, on a fait un espèce de tableau croisé qui nous a permis d'extraire le montant global en fait, des investissements qui vont être faits, mais surtout de faire émerger des axes
qui ont eu pour effet de définir notre projet de territoire. Mais donc voilà, si je recolle au budget vert, il faut que tout ça en fait vienne s'agréger et qu'on arrive à avoir quelque chose de très cohérent et qu'on arrive à faire aussi bouger l'administration, à ne pas travailler en silo. Ça, c'est difficile. C'est un outil qui est le plus complexe pour moi, de mon expérience, d'arriver à traduire ça en budget vert, tout ce qu'on leur demande. J'ai rien d'autre à dire. Tu as fait, ce que tu expliques, la définition de la présentation telle que tu l'as fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va agréger l'ensemble des dispositifs qu'on met sur un territoire et ensuite on va le décliner par collectivité qui intégreront les dépenses et les recettes du budget vert, bien sûr. D'accord, ok. Oui, c'est très bien, ça c'est parfait. Après, ça demande un petit travail d'analyse financière qui n'est pas simple à faire. Ouais, complètement. Qui est pas simple à faire. Catherine? Non, j'aurais peut-être rajouté que, effectivement, dans le cadre du PNAC 3, qui est au bout de sa consultation, semble-t-il, et qui devrait être publié très prochainement, sa déclinaison opérationnelle, si on peut dire ça comme ça, devrait se traduire dans les CRTE, justement, de ce que j'ai pu lire actuellement, ce qui revient à ce que tu disais, c'est-à-dire la question aussi de l'animation. Pour une appropriation des projets qui parfois bousculent un peu la manière d'habiter le territoire par les citoyens. Donc là où il y a une capacité à animer collectivement, ça va être intéressant. Là où elle n'existe pas, je pense qu'il va vraiment falloir la créer, parce qu'on n'est plus sur des projets d'aménagement classiques, on est sur des projets d'aménagement qui vont intégrer les notions d'adaptation, me semble-t-il. Donc, je sais que certains CRTE disposent d'animation, ceux qui sont notamment portés par les PETR ou ceux qui sont portés par des EPCI qui ont mis les moyens. Mais la question de l'animation, ne serait-ce que pour convaincre déjà l'ensemble des élus concernés par le CRTE, puis la population, va être un sujet assez fort. Je pense que tout ça va passer a priori par une phase j'allais dire, de détection des vulnérabilités. Je pense que c'est la première phase, c'est-à-dire qu'elles sont, si on ne parle plus que de l'adaptation, hein, puisque l'adaptation, c'est vraiment l'échelon local qui doit s'en emparer. Contrairement à l'atténuation qui, si elle mobilise une part locale, mobilise aussi une part mondiale, on va dire ça comme ça. L'adaptation, ça va vraiment reposer sur les acteurs locaux, la capacité aussi à entraîner une dynamique qui dépasse les seuls élus. Donc là, il y a un enjeu, j'allais dire, de gouvernance et d'animation très fort. Voilà, pour faire un peu court, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà, je pense que en tout cas, la première chose à faire, c'est identifier les vulnérabilités d'un territoire et ensuite construire, mais là, justement, la fin de mandat et le début de mandat suivant va permettre peut-être d'y travailler, d'avoir un plan d'action pluriannuel, parce que je pense que les investissements liés vont nécessiter un lissage sur un, voire plusieurs mandats. D'articuler ce plan d'action avec une ligne de temps pour se concentrer sur les priorités en termes d'adaptation, qui peuvent être d'ailleurs, si je peux me permettre, provisoires. C'est-à-dire qu'on peut être sur une maladaptation ou une adaptation qui n'est pas suffisante dans un premier temps pour se laisser le temps d'une adaptation plus satisfaisante et de plus long terme. Voilà, on peut se dire, je vais refaire une digue, le temps d'aménager différemment un projet de quartier, le temps de, je sais pas, de travailler sur une lutte plus en profondeur sur les inondations. Voilà, donc là, vraiment le travail sur les vulnérabilités, pour moi, c'est le premier travail à faire. D'autant dans ce contexte où on voit un retrait ou les limites d'un dispositif assurantiel. C'est-à-dire que vous serez contraint par la sécurisation du cadre de vie de vos habitants, mais vous serez aussi contraint par la pression financière qui va être faite par les assureurs. Voilà. Les travaux d'Alain Chrétien sont effectivement très intéressants à suivre de ce point de vue-là, avec les mises en œuvre opérationnelles derrière. Cyril ? Oui, je voudrais revenir sur le tout début. Autrement dit, nous, on est en phase de robe
Et dans l'Europe, je n'ai pas l'impression en fait, que le budget vert soit mis en œuvre, ou du moins mis en perspective. Alors, je suis élu d'opposition sur la ville de Saint-Péry-de-Corps, qui est de 15-16 000 habitants. Et donc, c'est vrai que ça nous inquiète un petit peu en fait, sur le devenir du budget vert dans le cadre en fait, de ce que nous voterons en avril. Qu'est-ce qui peut être fait à ce niveau-là, Pascal? C'est-à-dire qu'en gros, comme je le disais tout à l'heure, une collectivité territoriale est obligée de mettre en place son budget vert à partir de 2026. L'obligation légale définitive à partir sur les communes de plus de 3500 habitants, c'est 2026-2027. Là, donc, on est en phase expérimentale, en sachant que pour d'autres collectivités, c'était déjà une obligation pour les grosses collectivités. Là, maintenant, c'est généralisé. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, euh, si tu es dans l'opposition et qu'une collectivité territoriale ne veut pas le faire, tu as toute une série d'arguments qui te permettent d'expliquer que ne pas mettre en place un budget vert, c'est nier, ce dont vient de parler Catherine à l'instant, des questions de vulnérabilité des territoires, questions assurantielles. Enfin, en gros, tous les enjeux d'adaptation au changement climatique, tous les enjeux d'atténuation, quels qu'ils soient, c'est des enjeux d'abord de survie et d'habitabilité, clairement, quoi, en gros. Hein. Nous, le CEREMA, nos experts depuis des années alertent sur le recul du trait de côte. Tant qu'on n'a pas un hôtel comme le Signal qui tombe à la mer, personne ne bouge. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en gros, on peut toujours attendre. Quand je disais, il y a des gens qui attendent, il y a des gens qui vont aller trop vite. Si moi je te dis demain, tu vas faire ton marathon, Cyril, tu vas me dire non, je ne le ferai pas parce qu'il me faut de l'entraînement. Si je te dis, Cyril, tu vas faire ton marathon, mais en 2100, tu vas me dire ok, mais je vais commencer à m'entraîner 2 ans avant, quoi. Il ne se passera rien. Donc la réalité, c'est que voilà, ton marathon, ça va être quelques centaines de mètres par an pour arriver à le faire le moment venu, quoi. Et donc, chaque. Je pense, de manière générale, que les élus sont eux-mêmes embêtés avec ces histoires de budget vert ou d'engagement sur l'adaptation au changement climatique parce que leur mandat, c'est sur une durée qui est relativement courte. Donc, voir ce qui va se passer dans 15-20 ans, pour beaucoup, tout ça est très loin. Mais les citoyens, eux, ne sont pas dans cette logique-là. Eux, ils sont sur une logique quand même qui est plus long-termiste. Donc, ils voient les choses. Quand vont arriver dans les années à venir, mais d'une manière assez violente, les questions du recul et gonflement des argiles des maisons, quand vous allez avoir des millions de maisons en France qui vont fissurer parce qu'elles sont installées sur des terrains argileux, c'est ça la réalité. Les gens vont commencer quand même sacrément à prendre conscience qu'on ne peut pas construire n'importe où, n'importe comment. Et voilà, on a eu les effets des sécheresses il y a une vingtaine d'années ou une dizaine d'années, je n'ai plus ça en mémoire, où l'État avait essayé d'indemniser plus ou moins les collectivités, ça avait coûté un fric de dingue à l'époque. Là, maintenant, l'État n'a même plus les moyens de faire ce genre de choses. Donc, et les assureurs eux-mêmes te disent, en gros, nous, non, terminé, quoi. On ne veut plus assurer ce genre de choses. Et donc, du coup, je prends à dessein cet exemple-là, du coup, ça vaut pour une collectivité. La collectivité, qu'est-ce qu'elle fait pour prendre en compte ces vulnérabilités, ces risques et l'habitabilité demain de ces populations. Et je pense que c'est vraiment, c'est bien cette discussion qu'on a parce que c'est vraiment des enjeux très très politiques. C'est pas le budget vert, c'est pas qu'un enjeu financier comme on l'a dit. Évidemment, ça se caractérise par des éléments, une nomenclature financière, mais c'est plus que ça le budget vert. C'est plus que ça. Merci. Il sera beaucoup plus facile de traduire les choses dans un budget vert dans le cadre de l'adaptation que de l'atténuation, me semble-t-il, parce qu'on est vraiment sur de l'aménagement. Et je voulais dire aussi que sur cette question d'adaptation, si ça peut apparaître un peu comme ça, un peu, je ne vais pas dire pharaonique, mais énorme, en fait non, parce que vous avez quand même une usure, j'allais dire, si je peux utiliser ce terme, des aménagements actuels qu'il faut renouveler. Parler d'une route, d'un bâtiment qu'on doit restaurer. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut upgrader la réponse pour qu'elle soit une réponse adaptée.
Voilà. Alors, I4C parle d'un réflexe adaptation à intégrer à l'ensemble de ces politiques publiques et de ces projets. C'est vraiment ça, un réflexe adaptation. Voilà. Si je peux vous renvoyer vers I4C de ce point de vue. Voilà. Il faut que vous puissiez regarder aussi dans vos argumentaires le coût de l'inaction. Hein. On est sur un coût de 1 à 6, hein, me semble-t-il. Je pense que ça peut être aussi un bon argumentaire pour dire ce qui n'est pas préparé aujourd'hui coûtera, je sais pas, de 5 à 20% plus cher à terme. Voilà. Ça, je pense que ça peut être aussi des bons argumentaires. Ok, merci. Merci à vous deux. C'est bien, Catherine, c'est bien le coût de l'inaction, tu as raison de le rappeler. Le coût de l'inaction, on sait le mesurer aujourd'hui, notamment sur les infras, nous on sait faire ça. Et puis tout à l'heure, tu as cité une terminologie que j'aime bien aussi, c'est la maladaptation. Là, de la même manière, on peut toujours se dire, le bon sens va parler, on va faire ça. Oui, le bon sens, sur quoi, sur quelle mesure, sur quel élément technique, sur quelle expertise. Nous, on voit beaucoup de collectivités qui ont voulu plutôt bien faire, quoi, parce que tu as l'adjoint aux travaux ou le directeur des services techniques qui dit en gros le mieux c'est de faire comme ça, ouais. Sauf que la maladaptation elle-même a des coûts qui sont aussi considérables. Donc inaction climatique, répercussions et coûts, et maladaptation, répercussions et coûts. Donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et en même temps, nous le CEREMA, on n'est pas non plus. C'est une tentation de ce vieux ministère de l'équipement que je connais bien, de dire il faut faire du parfait. Parfait, non, on ne peut pas y arriver non plus parce que ça coûte très cher. Donc, je connais nos ingénieurs qui veulent toujours, eux, arriver non, il faut aussi tenir compte des éléments économiques des collectivités territoriales. Et comme tu l'as dit, Catherine, tout à l'heure, il y a des choses qu'on peut faire de manière progressive. Une digue, on n'est pas obligé de faire une digue pour 100 ans. Si je peux rajouter quelque chose, en tout cas, c'est que sur l'adaptation au changement climatique, il faut commencer, alors c'est ce qu'on dit à chaque fois, nous, agir maintenant. C'est-à-dire que même si on n'est pas sûr de ce qui va arriver dans 20 ou 30 ans, il faut commencer à agir, parce qu'attendre, c'est s'exposer à encore plus de risques. Je pense qu'on a vu là, avec les inondations un peu partout en France, qu'aucun territoire ne peut se dire à l'abri des risques, quels qu'ils soient. Je pense aux inondations, mais le RGA aussi. Bon, sans parler des territoires encore plus vulnérables comme le littoral. Mais je pense que vraiment le message à passer, c'est engageons la démarche maintenant, sans attendre. Merci Catherine pour ces éléments. Merci Pascal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un livrable, je vous donnerai un peu ce que j'ai dit. Hein. Je vais essayer de faire quelques slides, ça vous permet de le circulariser auprès des collègues. Je vous envoie le lien avec les travaux d'I4C et CDC Biodiversité, donc qui donnent quand même beaucoup d'éléments. Voilà, et puis à disposition, n'hésitez pas. Ouais, donc ça serait intéressant aussi de savoir, parce que du coup, tu parlais tout à l'heure d'adhésion au CEREMA. Oui. Et donc, du coup, il y a l'adhésion qui permet d'ouvrir à certaines actions que vous menez. Et ensuite, il y a de la lettre de mission sur des missions particulières sur tous les axes que tu as évoqués. Oui, absolument. C'est ça. Okay. En gros, là, c'est Catherine qui pilote ça. C'est en gros, donc, les collectivités adhèrent chez nous. Donc, voilà. Et là, quand tu es adhérent, tu as toute une série de réponses en premium. Catherine peut en parler, elle vous dira qu'on peut offrir. Le coût de l'adhésion, il est quand même modeste. C'est un coût d'adhésion qui est quasiment anecdotique, on va dire. Mais ça, quand même, ça offre déjà, j'ai presque envie de dire, toute une série d'informations, de capitalisation de connaissances. On fait on a une plateforme là, qui s'appelle Expertise Territoire, beaucoup de webinaires sur des sujets techniques qui sont ouverts aux élus, évidemment, et aux techniciens surtout. On a des lettres d'accompagnement, des newsletters, etc., qui donnent beaucoup d'informations. Mais surtout, ce qui est important, c'est que quand vous êtes une collectivité, vous avez un référent. Toc toc, la porte, vous savez taper à la porte d'un de nos agents, et cet agent-là, il va vous orienter. Et ça, c'est quand même vachement bien. En gros, attendez, là. Et ensuite, oui, c'est ça, Amandine, on a des prestations
Mais là, c'est des prestations que vous passez en in-house. Donc, pour nous, enfin, vous dites, moi, je veux faire mon plan mobilité, basta, vous n'êtes pas obligé de nous mettre en concurrence avec. Vous pouvez le faire aussi, hein, voilà, vous n'êtes pas obligé. Nous, on est en fait, en réalité, avec la quasi-régie, la nature même de juridique de la quasi-régie, c'est qu'on est un service de la collectivité qui adhère. Hein. Donc, moi, je suis comme ton service technique. On est considéré comme votre service technique et chaque année, on vous doit notre rapport d'activité, etc., etc. Catherine, tu peux dire un peu comment ça se passe? Moi, j'ai plus les questions de coûts là, C'est 0,05 par habitant. Le plancher, c'est 500 € pour les plus petites communes. Ça va jusqu'à 2000 € pour les plus grosses. Pour un département, c'est 2500. Une région, 5000. Et peut-être pour compléter ce que disait Pascal, le CEREMA peut aider une collectivité soit à l'aval pour l'aider à définir un peu sa stratégie, soit très en aval, quand une collectivité sait qu'elle veut faire quelque chose, mais ne sait pas par quel bout prendre la problématique qu'elle souhaite résoudre. Donc, on peut avoir un certain nombre d'études et d'indicateurs qui peuvent permettre de calibrer un peu les choses, soit, j'allais dire, en amont sur des expertises très spécifiques, telles que les a présentées Pascal. On est en articulation avec l'ingénierie territoriale et on travaille beaucoup avec les agences techniques départementales pour mieux articuler nos interventions. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, mais Oui, merci. on est un bureau d'expertise, hein, donc c'est très clair. Il y a un certain nombre d'ingénieries qu'on ne fait pas, en tout cas. Voilà. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, si vous n'avez plus de questions, il est 12 heures, nous avons respecté l'heure et demie. Merci beaucoup, Pascal, pour cette intervention très éclairante. Merci, Catherine. Merci à toutes et tous. Et puis, à très vite pour un autre webinaire, en tout cas.